Vous êtes magnifique, parce qu'il y a quelques jours, nous sommes venus répéter et cette salle était vide. Et là, j'ai commencé à avoir un peu le trac. Et puis j'ai imaginé le futur, parce qu'on imagine souvent le futur avec le pire. Donc j'ai fait ma petite équation arithmétique de panique, hein, donc peur plus inconnu, plus texte, plus panique, plus trac, plus inconnu, égale catastrophe. Alors qu'en fait, c'était pas la réalité, j'avais peur de quelque chose que j'avais inventé, mais la réalité, c'est que vous êtes tous là. J'en vois certains, j'en reconnais certains, vous êtes beaux, vous êtes souriants, vous êtes plutôt intelligents parce que vous êtes venus écouter des belles idées et vous êtes incroyablement bienveillants et ça se sent ici. Merci beaucoup. Donc je voulais vous présenter quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Rencontrer mon grand-père Paul Ricard, le very famous Paul Ricard himself. Il a été un exemple pour moi, il m'a beaucoup inspiré, il a inspiré beaucoup de gens aussi. Et surtout, il avait une phrase extraordinaire, il disait toujours un problème, ça ne se résout pas, ça se surmonte. En fait, en gros, pour lui, un problème, c'était un tremplin pour aller plus loin. Un problème pouvait juste vous obliger à avoir plus de créativité, plus d'inventivité pour être meilleur. Lui a un problème, il en a eu un très gros. Juste après la guerre, il venait d'être démobilisé, il rentre à l'usine Ricard à Marseille, et là, poum, en septembre 1940, fermeture de l'usine pour le gouvernement de Vichy a dit stop, on va arrêter de faire la fête, plus rien, plus d'usine. Il se retrouve du jour au lendemain, jeune chef d'entreprise, sans outil de travail. En 48 heures, il a recasé tout le monde en disant bon, de toute façon, c'est quoi le problème? On n'a pas de boulot, on est tous au chômage, il faut manger, c'est la guerre. Il est parti en Camargue, ils sont tous devenus maçons, ouvriers agricoles, ils ont gardé des vaches, ils ont planté des fruits. Non seulement ils ont passé toute la guerre à s'en sortir, à s'entraider, mais à aider beaucoup de gens et à fournir du lait, du fruit et des légumes à un gros morceau du département et un petit peu d'alcool carburant pour la résistance. L'entreprise a mis 12 ans à revenir. De 40 à 51 ans, il n'y a pas eu une seule personne licenciée. Ils ont tous travaillé ensemble, ils ont tous travaillé pour la communauté. Et ce genre de photos, je trouve qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu un chef d'entreprise porté par ses équipes comme ça. Ça relève plutôt du domaine sportif aujourd'hui. Et s'il y a des jeunes entrepreneurs dans la salle parmi vous, j'espère qu'un jour vous aurez à vivre ça au sein d'une entreprise. Alors pourquoi je vous parle de mon grand-père? Parce que si on regarde l'histoire, un problème, c'est un super tremplin pour aller plus loin. On va essayer de penser c'est quoi notre problème à nous aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez de la petite équation de trac, hein? Alors on va la faire ensemble, si vous voulez bien. Allez, on y va. Changement climatique, surpopulation, fin des ressources énergétiques, flux migratoires, chômage, maladie, cancer, Alzheimer. Allez, vous en avez encore, là? On nous en balance toute la journée. Alors moi, je vais vous raconter une chose. Je vais dire, on va faire comme moi tout à l'heure. On va arrêter de penser à tout ce qu'on nous dit, et puis on va essayer de voir c'est quoi notre réalité. Notre réalité, c'est ça. Ça, c'est le premier selfie de la planète. C'est là une photo, c'est la première photo qui a été la première photo de la maison commune. À l'époque, moi j'y étais déjà, on n'était que 4 milliards sur Terre, et tout d'un coup, on a vu la photo aérienne de la maison. Et là, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses. D'abord, on n'a plus appelé ça la Terre, on a appelé ça la planète. On n'a plus commencé à regarder sous nos pieds ou autour de nous, mais on a commencé un petit peu à regarder en l'air. Et puis, on a oublié qu'on faisait partie d'une grande ronde qui s'appelle le vivant, la nature, la vie, appelez ça comme vous voulez. Et puis on est passé un petit peu à autre chose, on a commencé un petit peu à améliorer notre réalité. Et si on faisait la photo aujourd'hui de notre maison, ça ressemblerait à ça. Ça, c'est notre réalité augmentée à nous. C'est-à-dire que nous avons encore les pieds sur Terre avec toute cette mémoire du vivant, hein, 3,8 milliards d'années, la vie, nous on arrive un petit peu plus tard. Si vous mettez la distance de l'évolution sur une année calendaire, le 1er janvier, première minute, première seconde, la vie apparaît et nous on arrive... le 31 décembre, moins de quart, yes, on n'est pas vraiment les premiers. Et donc cette nouvelle réalité augmentée nous a fait perdre un petit peu de vue qu'on était quand même des êtres biologiques, qu'on avait besoin de manger, de respirer, d'interagir. Et on a surtout oublié qu'on n'était pas les seuls, qu'on avait des colocataires. Et qu'il y avait plein de gens sur cette planète, ce que j'appelle les voisins silencieux, qui avaient réussi plein de choses qui pour nous posaient problème encore. Prenez une forêt par exemple, d'abord c'est magnifique, ils sont tous différents. Ils sont tous ensemble, il y a des petits, des grands, des mâles, des femelles. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de gâchis. Et le plus petit d'entre eux a besoin du plus grand et vice-versa. Le plus grand arbre de la forêt n'est plus rien s'il n'a pas son petit champignon qui s'occupe de lui. Ils sont tous différents, ils sont tous ensemble, ils font quelque chose de beau, et chacun a sa part de lumière. Il se passe quelque chose sur la planète en ce moment dont personne ne parle. C'est un événement mondial. C'est prodigieux. Je crois que vraiment, c'est extraordinaire, il n'y a pas un média qui en parle. Cet événement, c'est le printemps.
Est-ce que vous avez déjà imaginé organiser un printemps? D'abord, il faut s'y mettre un peu à plusieurs, hein, parce que c'est un peu international. Imaginez le nombre de rendez-vous à prendre. Les insectes, les fleurs, les oiseaux, les terreaux, les vers de terre, et tout le monde à l'heure. Pas de répétition, et c'est chaque année. Le jour où on en sera là, on aura réussi quelques leçons de durabilité. Imaginez l'incroyable cycle de la fleur de pomme. Comment est-ce qu'on passe d'une vieille pomme rabougrie à une fleur de pomme? Le génie absolu de la fleur de pomme. Imaginez tous ces arbres qui font plus de bois avec les restes de l'année dernière, plus notre pollution, si ça c'est pas du recyclage. Imaginez tout ce génie et surtout toute cette organisation, c'est extraordinaire. Alors il y a une femme formidable aux États-Unis qui s'appelle Janine Benyus, je l'aime beaucoup. D'ailleurs le printemps c'est son idéal, mais je trouve l'idée tellement belle que je ne peux pas m'empêcher de la partager. Elle a dit, mais dans la nature, il y a de l'intelligence. Et dans la nature, tout ce qui existe encore aujourd'hui a totalement réussi sa leçon de durabilité. C'est sûr que si vous avez loupé votre leçon de durabilité, vous n'êtes plus là. 3,8 milliards d'années, vous avez eu le temps de disparaître. En revanche, pour survivre aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes des champions. En fait, on est entouré de champions, on est entouré de premiers de la classe. Et donc, on a commencé à s'intéresser à ça. Ça s'appelle le biomimétisme. Ça, c'est un des exemples les plus connus. C'est le train japonais et le martin pêcheur. Voilà la nouvelle relation homme-nature pour le prochain. Ce train faisait beaucoup de bruit. Il avait un train normal, un train normal. Il faisait beaucoup de bruit. Il se trouve que l'ingénieur qui a fait ce train était un amateur d'oiseaux, un birder, comme on dit en Angleterre, et il avait remarqué ça. Regardez ce martin pêcheur qui rentre dans l'eau. Pas un splash, pas une goutte, pas une ride. 3,8 milliards d'années. Bon, il y a eu du monde entre lui et le début, mais quand même. Si ce pauvre martin pêcheur n'avait pas réussi à mettre cette incroyable rentrée dans l'eau, il serait mort de faim parce qu'il n'aurait pas vu le poisson après le calicot. Alors ça, c'est un peu le principe. Sur les formes, on peut s'inspirer. Vous allez voir que les éoliennes ressemblent à des nageoires de baleines. Vous allez le velcro, c'est arrivé comme ça. Le monsieur, il en avait marre d'avoir des charbons, de la bardane sur ses chaussettes, il a inventé le velcro. Aujourd'hui, on va plus loin. On s'inspire des procédés, des termites qui ont inventé l'air conditionné. Les termites, elles sont là depuis longtemps. Hein. Et puis, on va même encore plus loin. On commence à se dire que les écosystèmes, ça peut faire de l'écologie industrielle. Après tout, votre déchet, vous avez une usine, votre déchet, ça peut être la ressource du voisin. Dans la nature, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de gâchis. C'est un truc totalement humain, ça. On est arrivé en dernier, on est un peu pressé, on fait n'importe quoi. Parce que quand on se tient bien à l'école de la vie, on ne fait pas de déchets, quoi. C'est trop précieux. Donc, on est parti là-dessus. Et puis après, vous me direz, bon, ben, ok, ça c'est l'industrie, c'est le management. Même les prairies sauvages donnent des leçons de finance à Wall Street. Les prairies sauvages, c'est extraordinaire. C'est tout le temps en production. Ils peuvent faire du vent, du froid, de la neige. Ils sont tellement nombreux. La différence fait l'excellence. Il y a tellement d'espèces dans la prairie sauvage qu'il y en a toujours une qui s'en sort et qui porte les autres. Aujourd'hui, on s'inspire de ça pour gérer des portefeuilles boursiers. La nature ne maximise jamais. La nature optimise, la nature ne fait rien seule, la nature est en interaction et tous ensemble vivent l'équilibre. C'est un super team en fait. Ça, je sais qu'on a eu une petite leçon de nourriture juste avant moi, mais ça, c'est une approche de l'agriculture. C'est un sujet probablement, on a tous entendu que de toute façon, on ne pourrait pas être trop nombreux, qu'on n'allait pas avoir assez à manger pour tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la permaculture. C'est un jardin qui produit toute l'année. Et on a découvert une chose formidable. Quand vous mettez plusieurs espèces ensemble, hein, quand vous associez les différences, en fait, ces espèces bavardent et deviennent totalement productives. Aujourd'hui, sur 1000 mètres carrés, donc 625 à peu près cultivés, on arrive à nourrir 5 familles. Imaginez que depuis 2000 ans, on arrache la terre, on met une seule espèce sur des grandes surfaces, et en fait, c'est la taille du tracteur qui aujourd'hui régit notre agriculture. Mais c'est la main de l'homme, la vraie dimension, et c'est les sols. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un mot extraordinaire. L'autre jour, dans une conférence sur la permaculture, j'ai entendu quelqu'un dire « nous aggradons les sols ». Je ne savais pas qu'on pouvait parler positivement de la dégradation des sols. Ce mot existe, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez apporter de l'humus là où il n'y en a pas. Vous pouvez faire pousser la vie, la nature partout. Et notamment, ça ressemble à un projet fou, mais ça va bientôt arriver. C'est une barge maraîchère qu'on pourra mettre à Paris. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des camions, des frigos? Est-ce qu'on a besoin de déchirer la terre? Est-ce qu'on a besoin de labourer? Est-ce qu'on a besoin de tout ce carbone pour faire tout simplement un joli potager près de Paris? Alors, on a aussi oublié qu'on n'était pas tout seul. Il y a nos voisins silencieux, puis il y a nos voisins actifs aussi. Cette petite parabole, je vais vous la raconter parce qu'elle vous permettra de la raconter après. C'est l'histoire d'un riziculteur japonais qui avait une petite surface de riz, mais il faisait que du riz avec beaucoup d'intrants, beaucoup de chimie, Et il était malade à force de transporter tout ça et de manger tout ça.
Et sa terre aussi était malade, comme ils étaient tous les deux malades. Donc, sur les conseils de ses médecins et de ses amis, il arrête un peu tous ses produits. Et il découvre le biologique, l'agriculture biologique. Là, il découvre l'enfer du biologique. Parce que je vous ai dit que toutes ces plantes bavardaient beaucoup entre elles. Et là, il y avait beaucoup de gens qui sont venus bavarder avec son riz et ils ne pouvaient pas le ramasser. Alors, en désespoir de cause, il s'est dit, mais quand j'étais enfant, il y avait des canards dans les rizières. Donc, il s'est dit perdu pour perdu. Et là, il a mis un petit canard dans la rizière, enfin plusieurs. Et là, il a assisté au miracle de la nature, ce que nous appelons aujourd'hui des services écosystémiques. Vous mettez le canard petit, il va manger tout ce qui va gêner le pied de riz, les parasites, les petits organismes, etc. Plus le canard va grandir, plus il va être capable de faire le tri, manger toutes les espèces que vous n'avez pas envie de garder. Et puis au bout du compte, vous allez avoir du canard de rizière mûr, du riz mûr, et comme en plus c'est très joli, vous faites visiter ça aux touristes. En fait, la nature nous apprend à faire de moins en mieux, pour reprendre la jolie expression d'Anne-Sophie Novelle. Je sais qu'on nous a dit qu'il fallait travailler plus pour gagner plus, mais on peut travailler autrement pour produire mieux. Alors ça, c'est le dernier exemple. Là, on a encore beaucoup de progrès. Vous entendez bien sûr que les océans se vident, c'est un petit peu vrai. La pêche n'a pas... Depuis qu'on a inventé l'hameçon il y a 40 000 ans, on n'a jamais changé d'avis sur la pêche. On passe notre vie à apprendre. C'est un bien commun de l'humanité. Un homme sur deux se nourrit de poissons. Et nous, on a mis toute notre intelligence au service des filets, des avions, des sanars, des radars, voilà. On est devenu de plus en plus malin et on pêche de moins en moins, donc il doit manquer quelque chose. Dans ce filet, vous avez à peu près 2/3 des poissons qui vont mourir étouffés, qui ne vont pas arriver sur une assiette quelque part. Quel gâchis! Et dans ce filet, vous avez des femelles poissons qui ont des millions d'œufs dans leur ventre. Des millions, c'est-à-dire qu'on va manger des poissons qui auraient pu créer des millions de poissons. Est-ce que c'est pas un peu idiot, ça? Est-ce que la nature fait des choses aussi absurdes? Alors, je vais vous raconter une autre façon de pêcher. Là, je vais vous emmener au Chili. Il y a des gens qui se sont mis à l'arrivée. Vous savez, quand les saumons reviennent là où ils sont nés, vous récupérez une femelle, vous récupérez les petits millions de poissons. Les femelles, vous avez le droit de la manger le soir, parce que c'est bon quand même, le saumon. Et puis, les millions de poissons, vous les élevez, et puis vous les relâchez en mer, et puis ils vont nourrir le reste de la communauté. Il faut toujours donner à la communauté. Et puis quand ils sont grands et qu'ils sont papa à leur tour, ils reviennent frapper à la porte de la pêcherie. Voilà, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de filet. Vous nourrissez personne, ils se nourrissent tout seuls. On peut aussi pêcher comme ça. En fait, la nature nous raconte les solutions, il faut juste l'apprendre. Ça, c'est l'endroit où je travaille, c'est l'île des Ambiers, parce que j'ai la chance d'animer une équipe formidable, l'équipe de l'Institut Océanographique Paul Ricard, que mon grand-père a créé en 66. Quand il a créé ça, on l'a pris un peu pour un fada, parce que un monsieur qui fait du pastis, qui se met à s'intéresser à l'océanographie, c'était pas évident. Mais il se trouve qu'il adorait la mer et il avait compris qu'il fallait commencer un peu à s'en occuper autrement. Et si un jour vous voulez savoir comment quelque chose marche, la meilleure façon de savoir comment marche quelque chose, c'est d'essayer de le réparer quand c'est cassé. Vous ne pouvez pas réparer quelque chose si vous ne savez pas comment ça marche. Et c'est ce qu'a fait cette équipe extraordinaire. C'est une vieille photo, mais je voulais leur rendre hommage parce que c'est des gens merveilleux. À l'époque, c'était le début des marées noires, et quand on nettoyait une marée noire, et ben on employait des produits très toxiques. Alors c'était propre, mais c'était mort. En fait, ils ont juste observé ce que faisait la nature, comment la nature dégradait les hydrocarbures. Ils ont découvert que c'est les bactéries qui faisaient le boulot. Hein. Vous savez, le canard à la rizière, la bactérie, le pétrole. Et du coup, ils ont mis au point un produit qui dégrade les marées noires. Tous ces exemples, c'était pour vous dire qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans une réalité biologique, même si nous avons la capacité intellectuelle d'imaginer d'autres réalités. Nous sommes sur une planète qui est pleine de sagesse, qui est pleine d'expérience, qui a réussi tous ses défis, qui a en plus la générosité de nous donner tous ses savoirs en copyleft. Hein. C'est une grande équipe de consultants qui ne demandent pas de royalties. Et surtout, moi, ce que je voudrais, c'est que cette magnifique connaissance, qui est comme un grand livre, dont on a arraché les pages mais qu'on commence à lire maintenant, je voudrais que ce grand livre, on apprenne à le lire aux enfants, puisque c'est après tout, la Terre est pour eux. Autant leur donner dès maintenant la capacité de comprendre qu'ils sont dans une réalité bienveillante et que l'histoire de la vie est au moins aussi jolie qu'un conte de fées. Merci.